Le golfe Persique, à la fin du XVIIIe siècle, n'a rien d'une carte bien rangée, c'est une respiration. Une alternance de calme plat et de coups de vent, de marées qui découvrent des bancs traîtres, de chenaux qui changent d'une saison à l'autre, une mer peu profonde, chaude, salée, où l'horizon tremble sous la brume de chaleur, et où la moindre voile, là-bas, peut être un marchand, un allié ou une condamnation. Sur les rivages, la terre n'est pas un décor, elle dicte la vie. Des bandes de sable, des palmeraies serrées autour d'un puits, des villages de corail et de gypse, des tours de guet qui surveillent, moins un ennemi lointain qu'un voisin trop proche. Ici, l'autorité n'est pas un palais immobile. Elle est mobile, tribale, négociée. Elle se mesure en homme capable de ramer, de tirer, de tenir une promesse, de la trahir au bon moment, et surtout en bateau capable de sortir du chenal quand la mer est basse. Le Golfe vit d'un commerce qui ne se voit pas toujours sur les grandes cartes européennes, mais qui nourrit des milliers de bouches, dattes, chevaux, café, tissus indiens, armes, bois, riz, sucre. Et puis il y a l'or blanc, celui qui ne brille pas au soleil mais au fond de l'eau, la perle. La saison perlière, c'est une fièvre. Des flottilles entières quittent les mouillages. Les hommes s'enduisent le corps d'huile, serrent sur leur nez une pince rudimentaire, attachent à leur cheville une pierre pour descendre plus vite et plongent. Encore, encore. Les poumons brûlent, les oreilles sifflent, les doigts cherchent à tâtons dans la vase. On remonte, on crache, on ouvre des huîtres à la chaîne, et la plupart du temps il n'y a rien. Parfois une petite sphère imparfaite, rarement la perle qui paiera une dette, un mariage, une vendetta. Dans ce monde-là, la mer est un tribunal. Elle juge sans appel. Elle récompense la prudence et punit l'arrogance, mais elle peut aussi d'un seul coup offrir à un homme sans terre un royaume flottant, et c'est précisément ce qui rend la frontière si floue entre le commerce, la guerre, la course, et ce que les Britanniques, plus tard, appelleront d'un mot commode, la piraterie. Car les Britanniques sont déjà là, en périphérie, comme une ombre qui s'allonge, pas encore la main de fer qui verrouille tout, mais une présence insistante, la Compagnie des Indes orientales, ses comptoirs, ses agents, ses navires armés, ses registres, ses plaintes, ses lettres qui traversent l'océan jusqu'à Bombay, puis Londres. Pour eux, le Golfe est une artère, une route vers l'Inde, une route qui doit être sûre, prévisible, rentable. Et tout ce qui échappe à cette logique devient un problème à régler. Sauf qu'ici, la sécurité n'est pas un concept abstrait, c'est une négociation permanente. Un navire marchand qui passe près d'une côte contrôlée par une tribu maritime sait qu'il doit parfois payer, offrir, saluer, reconnaître une autorité. Un capitaine qui refuse peut être considéré comme insolent, donc légitime à dépouiller. Un chef qui laisse passer sans rien prendre peut être considéré comme faible, donc bon à renverser. La réputation est une monnaie, la peur aussi. Les tribus maritimes du Golfe ne sont pas des figurants, elles sont des puissances. Elles connaissent les hauts fonds, les passes, les vents saisonniers, les points d'eau. Elles savent tout se cacher derrière une île basse ou attendre qu'un boutre lourdement chargé s'épuise à louvoyer. Elles savent aussi quand il faut se faire oublier, quand il faut se rendre utile, quand il faut offrir ses services comme escorte, armée, et quand il faut frapper vite, très vite, avant que la nouvelle ne se répande. Dans ce théâtre de sable et de sel, un nom va devenir une sorte de pavillon noir sans crâne ni os, mais avec une réputation qui suffit, Rahma ibn Jabir al-Jalahima, Rahma ibn Jabir. Né vers 1760, dans un monde où l'on ne naît pas avec un passeport mais avec un réseau de parenté, d'obligations et de rancunes, son groupe, les Al-Jalahima, appartient à cet ensemble tribal qui circule entre le Qatar, Bahreïn et les côtes voisines, des gens de mer. Des gens qui savent que la terre est avare et que l'eau, elle, peut rapporter. On imagine souvent le pirate comme un marginal, un homme hors du monde. Rahma, lui, est au cœur du monde. Il grandit dans une époque où les dynasties locales se disputent des îles, des mouillages, des palmeraies, des droits de pêche et de perles. Bahreïn, avec ses bancs perliers, est un joyau. Le Qatar, avec ses villages côtiers, ses abris, ses hommes de mer, est une base. La côte d'Oman, avec ses ports et ses routes, est une tentation. Et au-dessus de tout cela, comme une pression nouvelle, il y a l'expansion des Saouds et du mouvement wahhabite qui projette une puissance terrestre vers les rivages, impose des allégeances, prélève des tribus et bouleverse les équilibres. Dans ce golfe fragmenté, l'autorité se gagne souvent par la capacité à protéger ou à punir. Rahma comprend très tôt que la mer permet les deux. Il n'est pas seulement un homme de coups de main, il est un organisateur, un chef maritime. Quelqu'un qui sait que pour durer, il faut des hommes fidèles, des capitaines compétents,
des informateurs dans les ports, des accords, avec des notables et une logistique, eau douce, vivres, bois, cordages, poudre, plomb. Les bateaux du Golfe ne sont pas des monstres de ligne comme ceux de la Royal Navy. Ce sont des boutres, des sambouks, des bagalas, des coques en bois cousues ou chevillées, aux voiles triangulaires qui prennent le vent avec une souplesse étonnante. Ils peuvent être rapides, manœuvrables, capables de se faufiler là où un navire plus lourd hésite, mais ils exigent une discipline. La rame quand le vent tombe, la voile quand il se lève, la connaissance des courants, la capacité à réparer en mer, à écoper, à improviser. Rahma se forge dans cette école-là, une école sans diplôme, où l'on apprend en regardant les mains des anciens, en écoutant les récits de tempêtes, en mémorisant les silhouettes des îles, en reconnaissant de loin un pavillon, une coupe de voile, une manière de tenir le cap, et surtout en comprenant que la violence en mer n'est pas un accès de rage, c'est une technique. Approcher sans se faire remarquer, choisir le moment, couper la retraite, monter à l'abordage, neutraliser le gouvernail, s'emparer des armes, prendre la cargaison, et repartir avant que les cousins de la victime ne se rassemblent. Les sources britanniques, plus tard, le décriront comme l'un des plus redoutés. Ce n'est pas seulement parce qu'il attaque, c'est parce qu'il sait quand attaquer. Il sait aussi quand se présenter comme allié. Dans le Golfe, l'alliance n'est pas un mariage romantique. C'est un contrat à durée variable, renouvelable, résiliable, parfois dans le sang. Rahma s'allie tour à tour à des puissances locales, notamment les Al-Khalifa de Bahreïn, qui cherchent à consolider leur domination sur l'archipel et ses richesses. Il peut être leurs bras armés sur l'eau, leur outil de pression, leur moyen de punir un rival sans engager directement leur nom, mais un outil qui, à sa propre volonté, finit toujours par inquiéter celui qui le tient. Car Rahma n'est pas un simple exécutant. Il a une logique de réputation. Dans un monde où l'on ne peut pas afficher une armée permanente comme un État moderne, la réputation remplace la bureaucratie, elle dissuade. Elle attire des hommes, elle fait hésiter un adversaire, elle fait payer un marchand. Elle fait réfléchir un chef tribal avant de rompre un accord. Et cette réputation, Rahma l'a construit comme on construit une forteresse, pierre après pierre, raid après raid, victoire après victoire, et parfois par des gestes qui frappent les esprits plus que les bilans comptables. On le dit borgne, marqué, reconnaissable. Les détails physiques, dans ce genre de légende, deviennent des emblèmes. Ce qui compte, c'est l'image. Un homme qui a déjà payé de son corps, donc qui n'a pas peur de payer encore. Un homme qui ne recule pas. Un homme qui, s'il doit perdre, préfère que tout explose plutôt que de se rendre. Cette idée-là, qu'elle soit exagérée ou non, circule dans les ports comme une rumeur salée. Elle voyage plus vite que les navires. Le Golfe, à cette époque, est aussi un espace d'information. Les nouvelles passent par les marchés, par les mosquées, par les cafés, par les quais. Un boutre arrive, on demande « D'où viens-tu? Qui as-tu croisé? Quel prix pour le riz? Qui contrôle tel mouillage? Qui a été attaqué? Qui a changé de camp ?» Et dans ces échanges, le nom de Rahma devient un repère, un avertissement, parfois une promesse. Les Britanniques, eux, regardent tout cela avec une grille différente. Ils ont des registres, des assurances, des cargaisons évaluées, des itinéraires planifiés. Quand un navire est attaqué, ce n'est pas seulement une querelle locale, c'est une perturbation du commerce impérial. Et la Compagnie des Indes orientales a horreur des perturbations. Elle écrit, elle proteste, elle exige des garanties, elle envoie des navires armés, elle tente de faire signer des engagements, elle cherche des interlocuteurs stables. Or, le Golfe lui répond par des alliances mouvantes, des chefs qui montent et qui tombent, des tribus qui se déplacent, des ports qui changent de main. Dans ce chaos apparent, Rahma prospère, parce qu'il comprend que l'instabilité est une ressource. Quand l'autorité est fragmentée, celui qui contrôle la mer contrôle le rythme des échanges. Il peut taxer, protéger, punir. Il peut offrir ses services à un camp, puis à un autre, si le premier ne paie plus, si le second promet davantage, ou si une vengeance personnelle exige un changement de cap. La vengeance, justement. Dans les sociétés tribales du Golfe, la vendetta n'est pas un caprice, c'est une structure. Elle organise la mémoire, elle peut durer des années, traverser des générations, se régler par un paiement, un mariage ou par le sang. Un chef maritime comme Rahma ne peut pas se permettre d'ignorer cette logique. S'il laisse une offense impunie, il perd du crédit. S'il frappe trop fort, il déclenche une spirale. Il marche sur une corde raide, au-dessus d'une mer qui ne pardonne pas. Les premières années de son activité se déroulent dans ce brouillard de rivalité locale. Qatar, Bahreïn, la côte d'Oman, des noms qui, vus de loin, semblent fixes, mais qui, sur place, sont des mosaïques de villages, de clans, de mouillages.
Les Al-Khalafa, installés à Bahreïn, cherchent à maintenir leur position face à des rivaux tribaux et à des pressions extérieures. Les Saouds wahhabites, depuis l'intérieur de la péninsule, étendent leur influence et imposent des tribus. Les tribus maritimes, elles, veulent préserver leur autonomie, leur route, leur profit. Rahma se glisse dans ses interstices. Il n'est pas un prince avec une capitale. Il est un chef avec une flotte. Et une flotte, dans le Golfe, c'est une capitale mobile. Elle peut apparaître devant un port au lever du jour, voile gonflé, et imposer une décision. Elle peut disparaître derrière une île basse avant la tombée de la nuit. Elle peut couper une route commerciale pendant une semaine et faire monter les prix. Elle peut escorter un convoi et se faire payer pour cela. Elle peut aussi, si l'occasion est trop belle, se retourner contre celui qu'elle escortait. C'est immoral selon les standards d'un empire. C'est compréhensible selon les standards d'une mer sans arbitre unique. Les marchands indiens, persans, arabes qui traversent ces eaux ne sont pas naïfs. Ils savent qu'ils naviguent dans un espace où la force compte. Ils engagent des gardes, ils voyagent en convoi, ils choisissent des saisons, ils évitent certaines côtes quand une rumeur de raid circule. Ils apprennent à reconnaître les silhouettes des navires dangereux, et quand ils voient à l'horizon une voile qui se rapproche trop vite, ils n'ont pas besoin de lire un nom sur une coque. Ils sentent la menace dans la manière dont le bateau coupe l'eau, la mer comme tribunal. Toujours une voile à l'horizon. Un pavillon qui peut changer selon l'alliance du moment, et parfois la fumée noire d'un combat naval qui s'élève comme un signal. Ici, quelqu'un a voulu imposer sa loi. Rahma, dans ses années de formation, bâtit aussi quelque chose de plus subtil qu'une simple bande armée. Un réseau. Les ports du Golfe sont des nœuds. On y trouve des charpentiers capables de réparer une coque, des voiliers qui recousent une voile déchirée, des marchands d'armes, des prêteurs, des intermédiaires. On y trouve aussi des hommes qui parlent trop et d'autres qui écoutent. Un chef maritime efficace sait acheter le silence, payer l'information, récompenser la loyauté. Il sait aussi punir la trahison de manière exemplaire, parce que la peur est un langage universel. Les Britanniques, quand ils écrivent sur lui, le font avec leur vocabulaire pirate, corsaire, chef de brigand. Mais le mot pirate est déjà une arme politique. Il permet de délégitimer. Il permet de justifier une intervention. Il transforme une guerre locale en opération de police. Et Rahma, sans forcément théoriser cela, comprend qu'il est pris dans une bataille de définition. Pour ses alliés du moment, il peut être un protecteur, un capitaine redoutable, un homme utile. Pour ses ennemis, il est un fléau. Pour la Compagnie des Indes orientales, il est un obstacle à la circulation des marchandises et à l'idée même d'un ordre maritime contrôlé. Ce qui rend Rahma si difficile à saisir, c'est qu'il n'est pas figé, il n'est pas le bandit romantique qui vit en marge. Il est un acteur politique parce que la mer ici est politique. Contrôler un chenal, c'est contrôler un impôt. Contrôler un mouillage, c'est contrôler une saison perlière. Contrôler une route, c'est contrôler la survie d'un village qui attend du riz ou du bois. Et quand un homme comme Rahma impose sa présence, les chefs à terre doivent compter avec lui, qu'ils l'aiment ou non. On peut imaginer une scène typique de ce golfe-là. Un matin, la lumière est blanche, presque crue. Le vent est faible. Dans un port, des hommes chargent des sacs de dattes, des ballots de tissu, des jarres d'eau. On entend le bois qui grince, les cordes qui frottent, les voix qui marchandent. Un notable discute avec un capitaine. Partir aujourd'hui ou attendre demain? On parle d'une rumeur. Rahma a été vu au large. Ou bien c'est un mensonge lancé par un rival pour faire peur et faire monter le prix d'une escorte. Le capitaine regarde la mer, plisse les yeux. Il sait que la décision se paiera en argent ou en sang. Rahma, lui, n'a pas besoin d'être partout. Il a besoin qu'on croie qu'il peut être partout. C'est là une différence essentielle. La terreur dans un espace maritime est une économie. Elle se gère, elle se diffuse, elle se nourrit de récits. Un navire attaqué, un équipage dépouillé, un capitaine humilié. Cela devient une histoire racontée 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce que le nom du responsable prenne une taille disproportionnée. Et plus le nom grandit, plus il devient rentable. Les marchands paient pour éviter le risque. Les chefs paient pour s'attacher les services de celui qui fait peur. Les rivaux hésitent. Mais cette économie a un coût. Pour maintenir la réputation, il faut des démonstrations régulières. Il faut frapper, même quand ce n'est pas strictement nécessaire. Il faut répondre à une provocation, même quand la prudence conseillerait de l'ignorer. Il faut paraître invincible, et cela à long terme enferme. Dans les années qui précèdent le grand verrouillage britannique, le Golfe est encore un espace où un homme comme Rahma peut jouer sur plusieurs tableaux. Les Britanniques ne contrôlent pas chaque mouillage. Ils n'ont pas encore imposé un régime de traité qui redéfinit la légalité maritime. Ils interviennent, oui, parfois brutalement, mais de manière encore intermittente.
réactive, dépendante des plaintes des marchands et des priorités de l'Inde. Cela laisse des marges, des zones grises, des moments où l'on peut négocier, promettre, se rétracter. Rahma profite de ces zones grises comme un navigateur, profite d'un courant favorable. Il se rapproche de Bahreïn quand cela sert ses intérêts. Il s'éloigne quand il se sent menacé. Il peut se présenter comme allié des Al-Khalfa, puis entrer en conflit avec eux lorsque les équilibres changent, lorsque les paiements ne suivent plus, lorsque la confiance se brise. Dans ce monde, l'amitié est souvent une trêve armée, et pendant que les chefs locaux se disputent, pendant que les tribus maritimes se jaugent, pendant que les Saouds wahhabites projettent leur influence, la Compagnie des Indes orientales observe et note, elle classe, elle simplifie, elle cherche des responsables, elle veut des noms. Rahma devient un de ces noms qui reviennent dans les rapports, dans les correspondances, dans les plaintes, un nom qui finit par incarner, pour les Britanniques, tout ce qu'ils ne contrôlent pas. Ce qui est fascinant, c'est que cette étiquette de pirate ne le marginalise pas immédiatement dans le Golfe. Au contraire, elle peut renforcer son aura. Être craint par les Britanniques, ces étrangers puissants, ces maîtres de grands navires et de canons, c'est une forme de prestige. Cela signifie qu'on compte, qu'on dérange, qu'on existe, et dans une région où l'existence politique se mesure à la capacité de nuisance autant qu'à la capacité de protection, c'est un capital, la mer comme tribunal encore, une voile à l'horizon, un pavillon qui change. Et parfois, au loin, une fumée noire qui dit « Quelqu'un a été jugé aujourd'hui ». Rahma, dans cette première phase de sa vie, n'est pas encore l'homme acculé par un ordre impérial verrouillé, il est l'homme d'un golfe ouvert, brutal, flexible, un golfe où l'on peut encore, par la force et l'habileté, se tailler une place entre des puissances qui se méfient les unes des autres, un golfe où la richesse de la perle attire les convoitises, où les routes marchandes sont des veines à pincer, où les ports sont des bourses à rançonner ou à protéger. On le voit se dessiner, un stratège froid, pragmatique, capable de calculer un rapport de force, de choisir un allié non par affection mais par utilité. Mais on devine aussi la cage invisible qui se construit autour de lui, la logique de réputation, la nécessité de répondre, de frapper, à de ne jamais paraître faible. Dans un monde où la faiblesse se paie immédiatement, l'homme qui veut durer doit parfois devenir plus dur que nécessaire. Et chaque geste de dureté appelle une réponse, chaque réponse appelle une escalade. Les rivages du Qatar, de Bahreïn, de la côte d'Oman ne sont pas seulement des lieux, ce sont des scènes où se jouent des équilibres fragiles. Un village peut prospérer une saison et être ruiné la suivante. Un chef peut être acclamé un jour et abandonné le lendemain. Un navire peut partir chargé et revenir vide, ou ne pas revenir du tout. Et au milieu de cette incertitude, Rahma construit sa trajectoire comme on trace une route dans un archipel de récifs, en prenant des risques calculés, en s'appuyant sur des alliances temporaires, en frappant quand il faut, en négociant quand c'est possible. Les Britanniques, eux, n'aiment pas les récifs. Ils aiment les chenaux balisés, ils aiment les règles écrites, ils aiment les traités. Mais pour l'instant, ces traités ne sont pas encore la grille qui enferme tout. Pour l'instant, le Golfe reste un espace où un homme peut encore changer de pavillon sans que cela soit immédiatement puni par une machine administrative et militaire implacable. Alors Rahma avance, il écoute les rumeurs, il jauge les vents, il compte les hommes, il choisit ses cibles, il se rend indispensable à certains, insupportable à d'autres. Il devient ce type de personnage que l'on invoque dans les discussions comme on invoque une tempête. On ne sait pas exactement quand. Elle frappera, mais on sait qu'elle existe et qu'il faut en tenir compte. Et quand, au loin, une voile apparaît, fine comme une entaille sur la ligne tremblante de l'horizon, chacun sur le pont d'un boutre, marchant sur le quai d'un port perlier, dans la cour d'un notable, se surprend à faire le même geste, lever la main pour se protéger, les yeux du soleil, et chercher à deviner. Ami, ennemi, simple passant, ou bien le signe que la mer, aujourd'hui, a décidé de rendre son verdict. Il y a un moment dans la vie d'un chef de mer où l'on cesse d'être seulement un homme parmi d'autres, un capitaine habile, un raideur, chanceux, et où l'on devient une adresse, une destination, un point sur la carte mentale des marchands et des princes. On ne dit plus « il est quelque part au large », on dit « il est là », même quand il n'y est pas. Rahma ibn Jabir atteint ce seuil-là en comprenant une chose simple et terrible. Dans le Golfe, la puissance n'est pas un territoire. C'est une capacité à apparaître au bon endroit, au bon moment, avec assez d'hommes pour faire basculer une décision. Le matin, sur ces rivages, commence souvent par une lumière qui ne caresse pas, qui tranche. Le soleil monte vite, et avec lui la chaleur qui colle au cordage, qui fait suinter la résine des coques, qui donne au bois une odeur de sucre brûlé.
Dans les mouillages, les boutres se balancent sur une eau laiteuse et l'on entend les mêmes sons. Le clapot contre les bordées, le frottement des amarres, les appels courts des hommes qui chargent, qui déchargent, qui jurent, qui rient. On vit au rythme des marées et des saisons, mais aussi au rythme des nouvelles. Un navire arrivé de Mascate apporte des tissus, du café, des armes et des histoires. Un autre venu de Bassora parle de prix, de dettes, de querelles. Et au milieu de ces récits, un nom revient comme une écharde, Rahma. Ce n'est pas seulement la peur, c'est la précision. Les gens de mer du Golfe savent distinguer la rumeur de l'information utile. Ils savent qu'un raid n'est pas un coup de folie, c'est une opération. Il faut de l'eau douce, et l'eau douce est plus précieuse que la poudre. Il faut des vivres qui tiennent, riz, dattes, poissons séchés. Il faut des cordages de rechange, des voiles rapiécées, des chevilles, des clous, des outils. Il faut des hommes qui acceptent de ramer quand le vent tombe, de se taire quand il faut se taire, de frapper quand il faut frapper. Il faut surtout une discipline qui ne ressemble pas à celle d'un navire européen, mais qui n'en est pas moins réelle. Une discipline de clan, de dette, de partage du butin, de réputation. Rahma bâtit sa puissance comme on bâtit une flotte, planche après planche, promesse après promesse, menace après menace. Il ne sort pas de nulle part. Il vient d'un monde où l'on apprend très tôt que la mer est un métier, pas un décor. Les Al-Jalahima, son groupe, font partie de ces tribus maritimes qui vivent entre le Qatar, Bahreïn et les côtes voisines, dans une géographie de sable et d'eau saumâtre où l'on peut être riche une saison et ruiné la suivante. La perle, ce blanc qui ne brille qu'une fois sorti de l'huître, attire tout. Les plongeurs, les prêteurs, les marchands, les chefs, les envieux, et elle attire aussi les hommes comme Rahma, parce que là où il y a une richesse concentrée, il y a une route à contrôler. Contrôler dans le Golfe ne veut pas dire occuper, cela veut dire savoir où se placer. Les bancs, les passes, les hauts fonds, ce sont des armes. Un boutre lourd, chargé de sacs, de ballots, de jarres, ne manœuvre pas comme un sans-bouc léger. Il a besoin de vent, de place, de temps. Or, le temps, c'est précisément ce que Rahma vole. Il surgit là où l'autre ne peut pas accélérer. Il attend là où l'autre doit passer. Il connaît les chenaux qui se ferment à marée basse, les îlots où l'on peut se cacher derrière une ligne de palétuviers, les endroits où l'eau est assez profonde pour lui et pas pour celui qui le poursuit. On a souvent envie d'imaginer ces affrontements comme des scènes de cinéma, un abordage, des cris, des sabres. La réalité est plus technique, plus froide. On commence par l'observation. Une voile à l'horizon n'est pas une voile. C'est une silhouette, une coupe, une manière de porter la toile, une vitesse. On devine si le navire est chargé à la façon dont il s'enfonce. On devine s'il est armé à la façon dont il garde sa route ou la change. On devine s'il a peur à la façon dont il cherche la côte, comme un animal cherche un terrier. Rahma, lui, sait lire ses signes. Et il sait aussi les fabriquer, car l'ascension de Rahma, ce n'est pas seulement une série de coups de main, c'est une mise en scène permanente de la puissance. Dans un monde où l'autorité est négociée, où les chefs à terre n'ont pas toujours les moyens d'imposer leur volonté au-delà de quelques villages, un homme qui contrôle une poignée de navires rapides devient un levier. Un levier que l'on peut louer, acheter, flatter, craindre. Rahma devient ce levier-là. Il se rapproche des Al-Khalfa de Bahreïn, parce que Bahreïn est le cœur battant de la richesse perlière. Les bancs autour de l'archipel, ces zones où des centaines, parfois des milliers d'hommes plongent pendant la saison, sont une source de revenus et de pouvoir. Qui prélève, qui protège, qui arbitre les disputes entre équipages, qui impose des taxes, qui garantit que les marchands viendront acheter. Les Al-Khalfa veulent être cette autorité, mais l'autorité sur l'eau ne se décrète pas. Elle se fait escorter. Rahma peut être l'homme qui escorte, l'homme qui punit, l'homme qui fait comprendre à un rival qu'il y a un prix à payer. Et dans ce rôle, il est précieux, trop précieux. Parce qu'un homme précieux finit par se croire indispensable, et un homme indispensable finit par demander plus. Dans les ports, on le voit arriver parfois comme un allié officiel, parfois comme une menace. Le pavillon peut changer. Pas forcément un drapeau au sens européen, mais un signe, une manière de se présenter, un message envoyé avant même d'accoster. On vient à sa rencontre avec des plateaux de café, des dattes, des paroles prudentes. On lui offre un endroit où mouiller. On lui promet des vivres. On lui demande en échange de faire ce que l'on n'ose pas faire soi-même, frapper sans laisser de traces politiques trop visibles. Et Rahma, pragmatique, accepte. Il accepte parce que cela nourrit sa flotte. Une flotte, ce n'est pas seulement des coques. C'est une économie. Il faut payer les hommes, ou plutôt les satisfaire, leur donner leur part, leur donner des captifs parfois, leur donner des armes, leur donner l'impression qu'ils suivent un chef qui gagne
Il faut entretenir les relations avec les charpentiers de marine, ceux qui savent remplacer une membrure, calfater une fissure, recoudre une voile. Il faut acheter de la poudre, du plomb, des mousquets, des canons légers parfois, ces pièces que l'on installe sur le pont et qui suffisent à briser une volonté avant même l'abordage. Il faut aussi, et c'est moins visible, acheter des informations. L'information dans le golfe circule comme l'eau dans le sable. Elle disparaît, elle réapparaît ailleurs. Un marchand qui a peur parle trop. Un marin ivre parle trop. Un rival parle trop, volontairement pour piéger. Rahma apprend à distinguer le vrai du faux, à vérifier par plusieurs sources, à envoyer des hommes dans les cafés, sur les quais, dans les marchés. Il apprend à écouter les détails qui ne mentent pas. Le nom d'un capitaine, la couleur d'une voile, la date d'un départ, la quantité de riz chargé. Il apprend à savoir qui doit de l'argent à qui, parce qu'une dette est une corde. On peut tirer dessus. C'est ainsi qu'il devient plus qu'un raideur. Il devient un entrepreneur de violence au sens le plus concret. Il vend de la protection et il vend de la peur. Il peut proposer à un marchand « paye et je te fais passer ». Il peut proposer à un chef « paye et je fais taire ton rival ». Il peut aussi, si on ne paye pas, faire l'inverse. Et ce système fonctionne tant que personne n'a les moyens d'imposer une règle unique sur toute la mer. Or, justement, personne ne les a encore. Pas complètement. Les Britanniques sont présents, oui, mais leur présence est encore une ombre qui s'allonge, pas une main qui serre. La Compagnie des Indes orientales veut des routes sûres vers l'Inde, veut des cargaisons intactes, veut des assurances qui ne flambent pas. Elle écrit des rapports, elle envoie des navires, elle menace, elle négocie. Mais le Golfe n'est pas l'Atlantique. C'est un labyrinthe de côtes basses, d'îles, de passes, où un navire européen, lourd, peut être puissant et pourtant maladroit. Et surtout, les Britanniques ont besoin d'interlocuteurs. Ils cherchent des autorités, ils cherchent des signatures, ils cherchent des responsables, et ils se heurtent à un monde où l'autorité est souvent un équilibre instable entre plusieurs hommes armés. Rahma exploite cette instabilité. Il sait que les puissances locales ont besoin de lui, mais il sait aussi qu'elles le craignent. Parce qu'un homme qui vit de la mer n'est pas attaché à une palmeraie, à un fort, à un puits. Il peut partir, il peut revenir, il peut frapper là où cela fait mal. Il peut couper une route commerciale pendant quelques jours et provoquer une crise de prix dans un port. Il peut, en pleine saison perlière, faire planer la menace sur les flottilles de plongeurs, et cette menace suffit parfois à faire payer sans même attaquer. La saison perlière, justement, est un théâtre parfait pour comprendre sa puissance. Imaginez ces flottilles, des dizaines, des centaines de petites embarcations, des hommes maigres, enduits d'huile, qui plongent encore, et encore, attachés à une pierre, remontant avec les poumons en feu. Sur les bateaux, on ouvre les huîtres à la chaîne, on jette les coquilles, on garde les petites chairs, on cherche la perle comme on cherche une étincelle dans la boue. Autour, des boutres plus grands servent de base, transportent l'eau, les vivres, les outils, et au-dessus de tout cela, la peur d'une tempête, la peur d'une maladie, la peur d'un accident, et la peur d'un raid. Un raid sur une flottille perlière n'est pas seulement un vol, c'est une humiliation collective. C'est la preuve que l'autorité qui prétend protéger ne protège pas. C'est un coup porté à la réputation d'un chef à terre, et dans ce monde, la réputation est une monnaie plus fragile que l'argent. Elle se casse vite, elle se répare lentement. Rahma le sait. Il sait que parfois, il suffit de se montrer, de faire circuler l'idée qu'il pourrait frapper, pour que des notables viennent négocier. Il sait aussi que s'il frappe, il doit frapper de manière à ce que l'histoire se raconte toute seule. Les histoires, dans le Golfe, sont des armes. Elles voyagent avec les marins, avec les marchands, avec les pèlerins. Elles se répètent, elles se déforment, elles grossissent. Un capitaine dépouillé raconte qu'il a été attaqué par 10 navires, alors qu'il n'en a vu que 3. Un autre raconte que Rahma a juré de ne jamais se rendre. Un autre raconte qu'il a un œil perdu et que cet œil manquant voit mieux que les 2 yeux des autres. La légende se fabrique ainsi, par la nécessité de donner un visage à la peur. Rahma, lui, comprend que la légende est utile, mais qu'elle est aussi une prison. Parce que si l'on vous croit invincible, vous devez le rester. Si l'on vous croit impitoyable, vous ne pouvez pas vous permettre la clémence sans paraître faible. Et la faiblesse dans ce golfe-là n'est pas une nuance psychologique, c'est une invitation au meurtre. Son ascension passe donc par une escalade contrôlée. Il choisit ses ennemis, il choisit ses moments. Il sait que la mer est un tribunal, mais un tribunal sans juge fixe. Le verdict dépend de celui qui a le plus de canons, le plus d'hommes, le plus de vitesse, le plus d'informations. Il sait aussi que les alliances sont des pavillons qu'on hisse et qu'on baisse. Aujourd'hui, on est l'allié de Bahreïn. Demain, on est son cauchemar. Après-demain, on est l'outil d'un autre.
Et il y a, au-dessus de ces rivalités côtières, une pression venue de l'intérieur de la péninsule, l'expansion des Saouds et du mouvement wahhabite, une puissance terrestre qui avance, qui impose des allégeances, qui prélève des tribus, qui bouleverse les équilibres. Pour les communautés côtières, cela signifie des choix difficiles, se soumettre et payer, résister et risquer la destruction, négocier et trahir. Dans ce contexte, un chef maritime comme Rahma devient encore plus précieux, parce qu'il peut frapper là où la puissance terrestre est moins à l'aise. Sur l'eau, sur les routes, sur les communications, il peut aussi, selon les circonstances, se rapprocher de cette puissance intérieure ou s'en servir comme épouvantail. Le golfe est un jeu de miroir. On brandit une alliance pour faire peur à un rival. On menace de changer de camp pour obtenir un meilleur prix. On se présente comme défenseur de la foi ou défenseur des coutumes, selon l'auditoire. Et Rahma, froid, pragmatique, navigue dans ses discours comme il navigue dans les passes, en évitant les récifs, en profitant des courants. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas éviter, la logique de vengeance. Dans les sociétés tribales du Golfe, la vendetta n'est pas un accident. C'est une structure de mémoire. Un affront non lavé devient une dette collective. Un meurtre appelle un meurtre, ou un paiement, ou une humiliation compensatoire. Et un chef comme Rahma, qui vit de la violence, accumule les dettes de sang comme un marchand accumule les créances. Il peut les gérer un temps, en frappant vite, en frappant fort, en imposant la peur. Il peut aussi les apaiser parfois, par des arrangements, des compensations, mais chaque raid laisse derrière lui des hommes qui jurent de se venger, des cousins qui attendent, des alliés qui hésitent. C'est là que son rôle d'arbitre local devient paradoxal, parce qu'il n'est pas seulement celui qui attaque, il est aussi celui qu'on appelle pour régler. Un chef à terre peut lui demander d'intervenir contre un rival, puis, une fois le rival affaibli, chercher à se débarrasser de Rahma lui-même. Un marchand peut le payer pour une escorte, puis se plaindre aux Britanniques si l'escorte ressemble trop à une extorsion. Un allié peut l'utiliser comme épée, puis s'effrayer de la longueur de cette épée. Et Rahma, pour rester au centre, doit constamment prouver qu'il est plus utile vivant que mort. C'est une équation brutale. Il doit être assez dangereux pour qu'on n'ose pas l'attaquer frontalement, mais pas assez incontrôlable pour que tout le monde s'unisse contre lui. Il doit être assez fidèle pour qu'on lui confie des missions, mais assez imprévisible pour qu'on le craigne. Il doit être, en somme, une tempête domestiquée, et une tempête domestiquée finit toujours par casser sa laisse. On le voit dans la manière dont il construit sa flotte. Les navires du Golfe, ces boutres aux voiles triangulaires, ne sont pas des jouets. Ils sont adaptés à cette mer peu profonde, à ces vents capricieux, à ces côtes sans grands ports profonds. Un sambouc peut être rapide, nerveux, parfait pour la poursuite. Une bagala, plus grande, peut porter plus d'hommes, plus de vivres, plus de canons légers, et servir de navire amiral. La flotte de Rahma n'est pas une armada au sens européen, mais c'est une force mobile, capable de se concentrer pour frapper, puis de se disperser pour échapper à la riposte. Et la riposte, justement, vient souvent des rivaux locaux avant de venir des Britanniques. Dans le Golfe, les rivalités tribales et dynastiques sont des guerres de nerfs autant que des guerres de coups. On attaque un navire pour envoyer un message. On capture des hommes pour négocier. On brûle un village côtier pour humilier un chef. On coupe l'accès à un puits pour forcer une soumission. La mer et la terre sont liées. Un raid en mer peut provoquer une bataille à terre, et une bataille à terre peut se régler par un blocus en mer. Rahma excelle dans cette articulation. Il comprend que frapper un navire marchand n'est pas seulement prendre une cargaison, c'est aussi priver un port de riz, de bois, de tissu, c'est faire monter les prix, c'est créer du mécontentement, c'est pousser des notables à se retourner contre leur chef, c'est parfois préparer une prise de pouvoir sans même débarquer. La violence devient un instrument politique, et la politique devient une extension de la violence. Les Britanniques, dans leur rapport, voient surtout les pertes, tel navire attaqué, telle cargaison volée, tel équipage maltraité. Ils voient une menace pour la route des Indes. Ils voient un désordre à corriger. Mais sur place, les mêmes actes peuvent être perçus autrement, comme une taxe imposée par la force, comme une punition légitime, comme une réponse à une offense, comme une manière de rééquilibrer un rapport de force. Le mot « pirate » simplifie tout cela. Il efface les causes. Il efface les alliances. Il efface les trahisons. Il efface surtout le fait que, dans ce golfe-là, la légalité est souvent ce que le plus fort peut faire reconnaître. Rahma joue avec cette ambiguïté. Il peut se présenter comme corsaire au service d'un pouvoir local, et donc comme acteur légitime d'une guerre. Il peut, le lendemain, agir pour son propre compte, et donc être bandit aux yeux de ceux qu'il vient de servir. Il peut, selon les circonstances, offrir sa protection à des marchands, et donc se poser en garant d'une route,
Il peut aussi attaquer ces mêmes marchands si le prix n'est pas bon ou si l'occasion est trop belle. Cette flexibilité est sa force. Elle est aussi ce qui le rend insupportable aux yeux d'un empire qui veut des règles fixes. Dans les ports, on apprend à vivre avec cette flexibilité comme on apprend à vivre avec la chaleur. On s'adapte, on se protège, on négocie. Un marchand prudent ne part pas sans avoir payé des droits à ceux qui contrôlent la côte. Un capitaine prudent ne navigue pas seul. Un notable prudent entretient des relations avec plusieurs chefs maritimes, pour ne pas dépendre d'un seul. Mais Rahma, par sa réputation, par sa capacité à frapper vite, par son réseau, devient difficile à contourner. Il devient un passage obligé. Et c'est là que l'ascension atteint son sommet. Quand un homme qui n'a pas de palais devient un acteur que les palais doivent consulter. Quand un chef à terre, même puissant, doit se demander « Que fera Rahma si je fais ceci ?» Quand une décision politique se prend en regardant la mer, en cherchant une voile à l'horizon, en se demandant quel pavillon elle porte aujourd'hui. La mer comme tribunal, toujours cette image. Une voile fine là-bas qui grossit, un pavillon qui peut signifier alliance ou menace, et parfois la fumée noire d'un combat naval qui monte et qui reste un moment suspendu dans l'air chaud comme une phrase qu'on n'ose pas finir. Rahma, à ce stade, n'est plus seulement un nom dans les plaintes britanniques, il est un facteur dans les calculs locaux. Il peut faire et défaire des équilibres. Il peut soutenir un camp dans une querelle autour de Bahreïn, puis, si ce camp le déçoit, se retourner. Et ces retournements ne sont pas des caprices. Ils sont la logique même d'un monde où l'alliance est un contrat sans notaire, garanti par la peur et par l'intérêt. Mais chaque retournement laisse des traces. Chaque trahison, même justifiée, crée un ennemi. Chaque alliance, même sincère, crée une dépendance. Et plus Rahma monte, plus il attire l'attention. Pas seulement l'attention des rivaux locaux qui commencent à comprendre qu'il n'est pas un outil, mais une puissance. L'attention des Britanniques aussi, qui voient dans ces chefs maritimes autonomes une menace structurelle, une menace qui ne se règle pas par un paiement ou une promesse, parce qu'elle renaît dès que l'occasion se présente. Alors, dans les années de son ascension, Rahma vit dans une tension permanente. Il doit continuer à gagner pour rester Rahma. Il doit continuer à frapper pour que son nom reste lourd. Il doit continuer à négocier pour ne pas être isolé. Il doit continuer à changer de pavillon quand il le faut, parce que rester fidèle à un seul camp dans ce golfe mouvant peut être une forme de suicide, et pendant ce temps, la mer continue de juger. Elle juge les imprudents qui partent sans escorte, elle juge les chefs qui promettent et ne paient pas, elle juge les capitaines qui se croient plus malins que les courants. Elle juge aussi Rahma, lentement, en accumulant autour de lui des ennemis, des dettes de sang, des rancunes. La réputation, cette forteresse qu'il a construite raid après raid, devient une citadelle dont les portes ne s'ouvrent que vers l'avant. On ne recule pas quand on est devenu une légende. On avance. Jusqu'au moment où l'horizon se rétrécit, et l'horizon justement commence à se rétrécir sans qu'on le voie encore clairement. Parce que, loin de ces mouillages, dans les bureaux où l'on écrit des rapports et où l'on trace des routes maritimes comme des lignes, droites sur une carte, une autre logique se met en place. Une logique qui supporte mal les hommes comme Rahma, une logique qui n'aime pas les pavillons changeants. Une logique qui veut transformer la mer, ce tribunal sauvage, en couloir surveillé. Pour l'instant, Rahma est encore dans son élément. Il est encore l'homme qui peut apparaître comme une tempête. Il est encore celui dont le nom suffit à faire hésiter un capitaine. Il est encore celui que l'on paie pour protéger et que l'on paie parfois pour épargner. Mais déjà, dans les conversations des ports, dans les murmures des marchés, dans les lettres qui partent vers Bombay, une idée s'installe. Ce genre d'homme ne pourra pas durer éternellement. Pas parce qu'il est moins habile, au contraire, parce qu'il est trop visible, parce qu'il est devenu, pour trop de monde, le symbole même de ce que l'on veut désormais contrôler, et quand, un matin, une voile apparaît à l'horizon, chacun continue de lever la main pour se protéger les yeux du soleil, on cherche à deviner. Amis, ennemis, marchands, guerriers. Mais une autre inquiétude commence à se glisser, plus froide, plus nouvelle, et si cette fois ce n'était pas Rahma qui venait juger, mais quelqu'un qui venait juger Rahma. Dans les lettres qui partent de Bassora, de Mascate, de Bahreïn, il y a une odeur que le papier ne retient pas mais que les mots trahissent, la sueur décale, le sel sur les lèvres, la peur qui rend les phrases sèches. Les agents de la Compagnie des Indes orientales écrivent comme on dresse un inventaire après un incendie, tant de boutres pris, tant de cargaisons perdues, tant de marins dépouillés, parfois battus, parfois relâchés nus sur une plage. Et au milieu, un nom qui revient avec une régularité de marée, Rahma ibn Jabir. Pour les Britanniques, ce nom devient un problème administratif, un problème d'assurance, un problème de prestige.
Parce que l'Empire, même quand il se présente comme une entreprise commerciale, ne supporte pas qu'on lui fasse payer un droit de passage. Il peut tolérer les tempêtes, il peut tolérer les récifs, il tolère mal un homme. Or, dans le Golfe, un homme n'est jamais seulement un homme. Il est un clan, une dette, une chaîne d'alliances, une promesse de représailles, et Rahma, qui a appris à faire de la mer un espace de négociation armée, se retrouve face à une puissance qui veut transformer cette négociation en règlement, un règlement écrit, signé, daté, avec des clauses, avec des sanctions. La mer jusque-là était un tribunal sans greffier. Désormais, on veut y installer un greffier. On le sent d'abord dans les détails, dans la manière dont les navires britanniques apparaissent plus souvent, pas forcément en escadre, mais comme des yeux. Un croiseur qui stationne à l'entrée d'un mouillage, un bâtiment qui interroge, qui note, qui demande des noms, des provenances, des destinations. Les capitaines locaux, habitués à répondre à des chefs de tribu ou à des notables de port, se retrouvent face à des hommes qui posent des questions comme on pose des scellés, calmement, méthodiquement, sans accepter l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, c'est précisément l'air que respire Rahma. Il a bâti sa puissance sur la capacité à être à la fois utile et insaisissable, à être l'allié d'un jour, l'ennemi du lendemain, le protecteur d'une route et le prédateur de cette même route. Dans un golfe fragmenté, cela fonctionne. Parce que chaque port a ses querelles, chaque île ses rivalités, chaque saison ses urgences. La perle impose son calendrier, la soif impose ses haltes, les vents imposent leurs couloirs. On ne gouverne pas ce monde comme on gouverne une province. On le traverse. On le tient par des nœuds. Et Rahma est devenu un nœud. Mais un nœud, quand on tire dessus trop fort, finit par se serrer. Et quand il se serre, il étrangle. Les Britanniques ne voient pas seulement un corsaire opportuniste, ils voient une menace pour la grande artère impériale, la route maritime vers l'Inde. Le Golfe n'est pas un théâtre secondaire dans leur esprit. C'est une antichambre, un espace où l'on ravitaille, où l'on échange des informations, où l'on surveille les ambitions des autres puissances, où l'on protège le commerce. La Compagnie des Indes orientales, avec ses comptoirs, ses résidents politiques, ses navires armés, a déjà l'habitude de traiter avec des souverains. Elle sait négocier, elle sait acheter, elle sait punir. Mais elle préfère punir quand la punition peut être présentée comme une restauration de l'ordre. Et pour restaurer l'ordre, il faut d'abord définir le désordre. Le mot « pirate » devient alors une arme plus tranchante qu'un sabre. Il simplifie, il moralise. Il permet de dire « il n'y a pas ici une guerre tribale, une vendetta, une course, une taxe informelle, une rivalité dynastique. Il y a des pirates. Et contre les pirates, on ne négocie pas comme avec des princes. On les chasse. Sauf que Rahma n'est pas un bandit isolé. Il est un acteur politique, parce que la violence qu'il exerce est une monnaie, et cette monnaie circule. Elle circule entre Bahreïn et le Qatar, entre les côtes d'Oman et les îlots où l'on cache des vivres, entre les marchés où l'on vend des perles et les ateliers où l'on répare des coques. Elle circule aussi vers l'intérieur, vers cette autre force qui pèse sur tout le littoral, l'expansion des Saouds et du mouvement. Wahhabite, qui impose des allégeances, prélève des tribus et offre parfois une protection idéologique et militaire à ceux qui acceptent son ordre. Dans ce jeu, Rahma est capable de se présenter comme un allié utile à l'un, puis comme un instrument de pression contre l'autre. Il peut se rapprocher des Al-Khalfa de Bahreïn quand cela sert ses intérêts, puis se retourner si le partage du butin, des taxes, des honneurs ne lui convient pas. Il peut jouer la carte de l'intérieur, brandir l'ombre des Saouds pour faire trembler les ports, ou au contraire se poser en rempart, maritime contre eux selon l'auditoire. Et pendant que les Britanniques cherchent des signatures, Rahma, lui, cherche des prises. Il y a une différence de rythme. Les Britanniques pensent en campagne, en saison de navigation, en budget, en rapports envoyés à Bombay. Rahma pense en heures, en marée, en vent. Il sait que le moment où un boutre chargé est le plus vulnérable, c'est quand il a déjà quitté la protection du port mais n'a pas encore trouvé le large. Il sait que la peur se fabrique en frappant un navire qui a un nom connu, un propriétaire connu, un réseau connu. Il sait que la rumeur d'une attaque réussie vaut parfois plus que la cargaison elle-même, parce qu'elle fait monter le prix de sa protection. Mais plus il frappe, plus il devient lisible. Et plus il devient lisible, plus il devient une cible. Les années 1810 dans le Golfe ont cette texture particulière. Une tension qui s'épaissit. On continue de plonger pour les perles. On continue de charger des sacs de riz, des ballots de tissu, des jarres de dattes. On continue de prier, de marchander, de se disputer. Mais au-dessus de tout cela, il y a une sensation nouvelle, celle d'un filet qui se tisse. Les Britanniques ne se contentent plus de représailles ponctuelles. Ils commencent à parler de pacification, un mot qui, dans leur bouche, signifie
rendre la mer prévisible. Et rendre la mer prévisible, c'est enlever aux chefs maritimes indépendants leur principale ressource, l'incertitude. Rahma, lui, n'est pas naïf. Il comprend très bien ce que signifie une mer surveillée. Il comprend que si les Britanniques parviennent à imposer des traités, des trêves, des règles de pavillon, des obligations de signalement, alors son modèle économique s'effondre, parce que son modèle repose sur la possibilité de dire « Aujourd'hui, je suis l'allié de tel, demain, je suis l'ennemi de tel autre ». Et personne n'a le monopole de la sanction. Or, l'Empire veut précisément ce monopole. Alors Rahma fait ce qu'il a toujours fait. Il cherche à rester indispensable. Il cherche à se rendre utile à ceux qui ont besoin de lui, tout en gardant assez de dents pour qu'on ne puisse pas le mâcher. Il y a des moments où il se présente presque comme un interlocuteur, pas un interlocuteur officiel, pas un homme qui signerait un traité avec un sceau, mais un homme dont on peut acheter la neutralité. Et la neutralité dans le Golfe est une marchandise rare. Un port peut payer pour que Rahma n'attaque pas ses navires. Un chef peut payer pour que Rahma détourne sa violence vers un rival. Un marchand peut payer pour que son boutre traverse une zone dangereuse sans être inquiété, mais cette neutralité a un prix qui augmente. Parce que Rahma sait que le temps joue contre lui. Il sait que chaque année qui passe rapproche le moment où les Britanniques ne se contenteront plus de notes diplomatiques et de coups de semonce. Il sait que la Compagnie des Indes orientales, quand elle décide de frapper, frappe avec une logique de démonstration. Brûler des Cities, navires, détruire des fortifications, imposer des conditions humiliantes et surtout faire en sorte que tout le monde le sache. La réputation, encore, toujours la réputation. La sienne et celle de l'Empire. Et c'est là que le paradoxe devient cruel. Rahma a construit sa puissance sur la réputation, mais l'Empire aussi. Sauf que l'Empire a des imprimeries, des archives, des cartes, des canons lourds, des chaînes logistiques. Il peut transformer une expédition en récit officiel, il peut transformer une bataille en leçon, il peut transformer un chef maritime en exemple. Rahma, lui, n'a que la mer et les hommes qui parlent dans les ports. Alors il redouble, il frappe quand il faut frapper, il négocie quand il faut négocier, il change de pavillon quand il faut changer. Et chaque changement, chaque retournement devient plus dangereux, parce que les marges se réduisent. On le voit dans la manière dont les pouvoirs locaux commencent à se comporter. Les Al-Khalfa de Bahreïn, par exemple, ont besoin de sécurité pour la perle, pour le commerce, pour la stabilité de leur domination. Ils savent que Rahma peut être un outil, mais ils savent aussi qu'il peut devenir un incendie. Et face à la pression britannique, un incendie est une mauvaise compagnie. Parce que les Britanniques ne punissent pas seulement l'incendiaire, ils punissent aussi ceux qui l'hébergent. Alors les alliances deviennent plus nerveuses, plus courtes, plus conditionnelles. On promet à Rahma des vivres, des munitions, un mouillage sûr, puis on hésite. On lui demande de frapper un rival, puis on lui demande de se calmer parce qu'un résident britannique a envoyé une lettre, parce qu'un navire de guerre a été aperçu, parce que les assurances ont augmenté, parce que les marchands se plaignent, et Rahma, qui ne supporte pas qu'on le traite comme un simple mercenaire, réagit comme réagissent les hommes qui ont bâti leur autorité sur la peur. Il rappelle qu'il est dangereux, il rappelle qu'il peut faire mal. Il rappelle qu'il n'est pas un chien qu'on siffle. Dans ce monde, rappeler qu'on est dangereux, cela se fait rarement par des discours. Cela se fait par un acte, un raid, une capture, un navire brûlé, une cargaison confisquée, un capitaine humilié. Et chaque acte de ce type, désormais, ne reste plus local. Il remonte dans les rapports. Il devient une ligne dans un dossier. Il devient une justification. La Compagnie des Indes orientales a cette manière de transformer la mer en papier. Un incident devient un cas. Un cas devient une série devient une menace systémique, et une menace systémique appelle une réponse systémique. Rahma, en face, transforme le papier en mer. Il sait que les Britanniques écrivent, mais il sait aussi qu'ils doivent naviguer, et naviguer dans le Golfe, ce n'est pas seulement avancer, c'est éviter les hauts fonds, supporter la chaleur qui rend les hommes irritables, gérer l'eau douce, maintenir la discipline, comprendre des côtes où les cartes européennes sont parfois approximatives, où un banc de sable peut apparaître comme une trahison de la nature. Il compte sur cela. Il compte sur la difficulté. Il compte sur le fait qu'un navire européen, même armé, n'est pas toujours à l'aise dans ses eaux. Il compte sur les refuges, des criques, des îlots, des mouillages discrets. Il compte sur les complicités. Il compte sur le temps qu'il faut à une décision impériale pour se transformer en action. Mais l'Empire apprend, lentement. Et puis, soudainement, il y a, dans les années qui précèdent 1819, une montée en puissance de la surveillance et des représailles. Les Britanniques cherchent à distinguer, à classer qui est un allié fiable
qui est un chef local avec qui on peut traiter, qui est un pirate à éliminer, et ce classement forcément est imparfait. Il se heurte à la réalité du Golfe, où un même homme peut être, selon le jour, un protecteur et un prédateur. Rahma joue de cette confusion. Il peut se présenter comme un ennemi des ennemis britanniques, il peut offrir des informations, il peut laisser entendre qu'il pourrait être utile contre tel groupe maritime rival, contre telle coalition côtière. Il peut, en somme, tenter de se vendre comme un mal nécessaire, mais l'Empire, quand il commence à verrouiller, n'aime pas les mots nécessaires. Il préfère les règles, et les règles arrivent avec 1819 comme une chaleur qui ne retombe pas la nuit. Cette année-là, la grande expédition britannique contre les forces maritimes considérées comme pirates sur la côte du Golfe marque une bascule. Ce n'est plus une série de coups de semonce. C'est une opération pensée pour frapper l'imaginaire autant que les coqs. On rassemble des navires, des troupes, des moyens. On vise des bases, des ports, des fortifications. On veut montrer que la mer n'est plus un espace où l'on peut défier impunément la puissance impériale. Dans les ports, la nouvelle circule avant même que les voiles britanniques ne soient visibles. Elle circule par les mêmes canaux que tout le reste. Un capitaine qui a vu une escadre, un marchand qui a entendu un agent, un homme qui a un cousin à Mascate, un autre qui a un frère à Bassora. Les mots changent, mais le sens est le même. Cette fois, ce n'est pas une querelle locale, c'est une démonstration. Et une démonstration dans le Golfe oblige chacun à choisir. Les chefs locaux se demandent, faut-il se rapprocher des Britanniques pour éviter d'être punis? Faut-il au contraire résister au nom de l'honneur, au nom de l'autonomie, au nom de la foi, au nom de la tradition? Faut-il jouer double jeu, promettre la coopération tout en gardant des liens avec les chefs maritimes? Rahma, lui, se retrouve dans une position presque impossible, parce que sa force a toujours été de pouvoir changer de camp. Mais quand une puissance arrive avec l'intention de redéfinir la légitimité en mer, changer de camp ne suffit plus. Il faut être du bon côté de la définition. Et qui définit? Celui qui a les canons et les traités. L'expédition de 1819 n'est pas seulement une affaire de navires brûlés et de forts réduits au silence, c'est une opération de langage. On impose l'idée que certaines pratiques, tolérées ou négociées jusque-là, deviennent désormais illégitimes. On impose l'idée que la mer doit être pacifiée. On impose l'idée que les routes commerciales doivent être protégées par un ordre supérieur et non par des arrangements locaux. Rahma comprend immédiatement le danger. Parce que si la mer devient un couloir surveillé, sa capacité à monnayer la peur s'effondre. Et s'il ne peut plus monnayer la peur, il ne peut plus payer ses hommes. Et s'il ne peut plus payer ses hommes, il n'est plus un chef. Il redevient un capitaine parmi d'autres, un homme vulnérable. Alors il tente de se repositionner, de redevenir indispensable mais autrement, de se présenter non plus comme un prédateur mais comme un acteur politique qu'on ne peut pas ignorer. Sauf que les Britanniques, dans cette phase, ne veulent pas d'acteurs politiques supplémentaires. Ils veulent des interlocuteurs stables, des dynasties, des ports, des signatures. Ils veulent pouvoir dire « voici les responsables, voici ceux qui garantissent la sécurité, voici ceux qui seront punis si la sécurité n'est pas garantie ». Et Rahma, par définition, est l'homme qui échappe à cette logique. Il n'est pas un port. Il n'est pas une dynastie installée derrière des murs. Il est une voile à l'horizon, la mer comme tribunal encore. Mais le tribunal change de juge. En 1820, le régime des traités maritimes s'installe comme une grille sur l'eau, trêve, accord, engagement. On promet de ne pas attaquer, de respecter certaines routes, de reconnaître certaines autorités. On redéfinit la légitimité en mer, et ce qui était autrefois une zone grise, courses, représailles, taxes informelles, vendetta maritime, devient, sur le papier britannique, une zone noire et blanche. Pour les chefs locaux, signer peut être une humiliation, mais c'est aussi une assurance. Pour les marchands, c'est une promesse de stabilité. Pour les hommes comme Rahma, c'est une condamnation à terme. Parce que désormais, chaque attaque n'est plus seulement un acte de guerre tribale ou de prédation, c'est une violation d'un ordre que les Britanniques prétendent garantir, et une violation appelle une réponse. Rahma se retrouve alors pris entre deux feux qui se rapprochent. D'un côté, les rivalités locales continuent, parce qu'elles ne disparaissent pas avec un traité. Les querelles autour de Bahreïn, du Qatar, des côtes d'Oman restent vivantes, alimentées par la perle, par les taxes, par l'honneur, par les dettes de sang. De l'autre, la pression britannique transforme chaque mouvement en risque stratégique, et au milieu, Rahma doit continuer à être Rahma. Il y a quelque chose de tragiquement mécanique dans cette situation. Un homme qui a bâti sa puissance sur l'idée qu'il ne recule pas ne peut pas soudain devenir prudent sans perdre ce qui le fait exister. La prudence pour lui ressemble à une reddition. Et la reddition dans son monde n'est pas une option honorable.
Elle est une invitation à être dévorée par ceux qui attendent depuis des années de régler des comptes, alors il continue. Peut-être avec plus de calcul, peut-être avec plus de rage, peut-être avec cette lucidité froide des hommes qui sentent que le terrain se dérobe mais qui refusent de ralentir. Ces alliances deviennent plus opportunistes encore. Il cherche des appuis là où il peut. Il peut se rapprocher de ceux qui, localement, ont intérêt à défier l'ordre britannique ou à le contourner. Il peut offrir ses services comme force de frappe dans des querelles dynastiques. Il peut aussi, paradoxalement, tenter de se présenter comme un stabilisateur, un homme capable de contrôler d'autres hommes de mer, de canaliser la violence, de garantir une route, à condition qu'on le reconnaisse. Mais reconnaître Rahma pour les Britanniques, c'est reconnaître que leur ordre n'est pas total. C'est accepter une exception. Et un empire qui verrouille déteste les exceptions. Dans les mouillages, on commence à voir des comportements nouveaux. Des capitaines qui, autrefois, auraient payé Rahma discrètement, hésitent désormais, parce qu'ils craignent d'être accusés de complicité. Des notables qui, autrefois, auraient accueilli ces hommes, ferment leurs portes, parce qu'ils craignent une expédition punitive. Des alliés d'hier deviennent des prudents d'aujourd'hui. On ne le dit pas toujours en face. On le dit par des retards, par des promesses non tenues, par des vivres qui n'arrivent pas, par un mouillage soudain, indisponible, et Rahma, qui a toujours su lire les signes en mer, lit aussi ces signes à terre. Il comprend qu'on commence à le traiter comme un fardeau, comme un risque, comme une étincelle qu'on ne veut plus près des réserves de poudre. C'est là que sa contradiction interne se referme sur lui comme un piège. Il est stratège, oui, il est pragmatique, oui, mais il est prisonnier de la réputation qu'il a fabriquée. Il doit paraître invincible, il doit paraître incontrôlable. Il doit paraître capable de punir ceux qui le trahissent. Sinon, il disparaît. Alors il punit. Et chaque punition, désormais, a un double effet. Elle terrorise localement, comme avant. Mais elle alimente aussi le dossier impérial. Elle donne des arguments à ceux qui, à Bombay ou ailleurs, disent « Voyez, cet homme ne peut pas être intégré. Il doit être éliminé. » La mer devient un espace où deux logiques se superposent. La logique ancienne, celle des raids, des compensations, des alliances mouvantes, et la logique nouvelle, celle des traités, des pavillons réglementés, des sanctions centralisées. Rahma navigue entre ces deux logiques comme on navigue entre des bancs de sable, mais les bancs bougent. Et les cartes, cette fois, ne sont pas seulement des cartes marines, ce sont des cartes politiques. Il y a aussi un autre élément, plus intime, plus corrosif, l'isolement. Un chef maritime vit de réseaux, de ports amis, de marchés où écouler le butin, de charpentiers qui réparent, de fournisseurs de poudre, de prêteurs qui avancent des vivres. Quand ces réseaux se contractent, la mer devient plus grande, plus vide, plus dangereuse. Rahma peut encore trouver des refuges. Il peut encore compter sur des hommes qui lui sont liés par le sang, par la dette, par la peur, par l'admiration. Mais il sent que l'époque change. Et quand une époque change, les loyautés changent aussi. Un jeune capitaine peut se dire « Mieux vaut signer une trêve et faire du commerce que risquer d'être pendu comme pirate ». Un notable peut se dire « Mieux vaut payer un tribut officiel que subir une expédition punitive ». Un chef peut se dire « Mieux vaut livrer un allié encombrant que perdre un port ». Dans ce climat, Rahma devient plus dangereux parce qu'il devient plus seul. Et un homme seul, armé avec une réputation à défendre, est souvent plus imprévisible qu'un homme entouré. Les Britanniques, eux, avancent avec une patience froide. Ils ne cherchent pas seulement à gagner une bataille, ils cherchent à changer les règles du jeu, à faire en sorte que, même sans présence constante, la peur de leurs sanctions suffise à discipliner les côtes, à faire en sorte que les chefs locaux deviennent les gardiens de l'ordre maritime, parce qu'ils auront signé, parce qu'ils auront promis, parce qu'ils auront quelque chose à perdre. Et cela fonctionne progressivement. Pas parfaitement, jamais parfaitement. Mais suffisamment pour que les marges de manœuvre de Rahma se réduisent. Il reste alors ce qui lui a toujours servi, la vitesse, la surprise, la capacité à apparaître là où on ne l'attend pas, une voile à l'horizon, un pavillon qui change selon l'alliance du moment, et parfois la fumée noire d'un combat naval, sauf que la fumée noire désormais attire plus qu'elle ne protège. Elle attire l'attention impériale, elle attire les représailles, elle attire les dénonciations, elle attire les calculs des rivaux locaux qui se disent « Si les Britanniques veulent sa tête, peut-être pouvons-nous les aider » ou au moins ne pas l'aider, lui. Rahma continue pourtant à jouer, parce qu'il n'a pas d'autre vie. Un homme comme lui ne se retire pas dans une maison blanche au bord d'un palmier. Il ne devient pas un notable tranquille. Il a trop de sang derrière lui, trop de dettes, trop d'ennemis. La mer est son refuge et sa prison. Et dans cette prison, les murs se rapprochent. On peut imaginer une nuit sur un mouillage discret, quelque part entre les îles et les côtes basses.
L'air est lourd, même après le coucher du soleil. Les hommes parlent bas. On répare une voile à la lueur d'une lampe. On compte les balles. On vérifie la poudre. On la protège de l'humidité. On boit de l'eau tiède qui a le goût du bois. On écoute surtout. Parce que la mer, la nuit, porte les sons loin. Un clapot inhabituel, un grincement de cordage, un appel étouffé. Et dans ces nuits-là, Rahma doit décider, continuer à frapper au risque de provoquer une chasse totale, ou se calmer au risque de perdre sa réputation et donc sa flotte, chercher une alliance forte au risque d'être trahi, ou rester indépendant au risque d'être isolé. Il choisit encore et encore la voie qu'il a fait, l'escalade contrôlée, sauf que le contrôle lui échappe de plus en plus, parce que l'autre camp, l'ordre impérial, ne joue pas à la même échelle. Les traités de 1820 ne sont pas seulement des papiers, ils sont des lignes invisibles sur l'eau. Ils disent, ici la violence n'est plus une négociation, elle est un crime. Et un crime dans la logique britannique appelle une punition exemplaire. Rahma, lui, continue de vivre dans une logique où la violence est un langage, où un raid peut être une phrase, où une capture peut être une virgule, où un navire brûlé peut être un point final. Mais quand deux langues ne se comprennent plus, il ne reste que le choc. Et ce choc, on le sent venir dans la manière dont les horizons se chargent. Les voiles britanniques ne sont plus seulement des silhouettes lointaines, elles deviennent des présences qui comptent. Les ports ne sont plus seulement des refuges, ils deviennent des lieux où l'on peut être livré. Les alliances ne sont plus seulement des opportunités, elles deviennent des pièges. La mer, tribunal ancien, commence à rendre un verdict nouveau, non plus seulement le verdict du plus rapide ou du plus audacieux, mais le verdict d'un ordre qui s'installe, qui écrit, qui classe, qui punit. Et Rahma, qui a passé sa vie à faire trembler les capitaines marchands, découvre une sensation qu'il a rarement connue, celle d'être traqué non par un rival qui veut du butin, mais par une machine qui veut un exemple. Une machine qui n'a pas besoin de le haïr, une machine qui a seulement besoin qu'il disparaisse pour que la mer devienne plus simple. Une voile à l'horizon encore, on plisse les yeux, on cherche le signe. Amis, ennemis, marchands, guerriers. Et de plus en plus souvent, on se demande autre chose, plus froid, plus définitif. Combien de temps un homme peut-il rester une tempête? Quand le ciel lui-même commence à être quadrillé, le quadrillage justement ne se voit pas comme une clôture, il se voit comme une habitude qui change, comme une main qui se pose sur l'épaule et qui ne se retire plus. Dans les mouillages, on commence à parler d'un papier qu'il faut montrer, d'un pavillon qu'il faut hisser, d'un salut qu'il faut rendre. On commence à compter les jours non plus seulement selon les vents, chamal, chaos, mais selon les passages des bâtiments de guerre, selon les visites des agents, selon les rumeurs de Bombay, et dans ce monde où l'on a toujours vécu au rythme des saisons de la perle, des départs à l'aube, des retours au crépuscule, des mains crevassées par le sel et des yeux brûlés par la réverbération, une chose devient insupportable, la prévisibilité imposée par quelqu'un d'autre. Rahma ibn Jabir a grandi dans un golfe où l'autorité est une mosaïque. Un cher contrôle une palmeraie, un autre une crique, un troisième une île. Et la mer, elle, appartient à celui qui ose. La mer n'a pas de mur. Elle a des récifs, des bancs de sable, des courants traîtres, des brumes de chaleur qui font trembler l'horizon. Elle a des routes invisibles que seuls les pilotes connaissent vraiment, ces hommes qui lisent la couleur de l'eau comme d'autres lisent un livre. Et Rahma, toute sa vie, a été un lecteur féroce, mais voilà que la mer se couvre de signes qui ne viennent pas d'elle. Des traités, des trêves, des engagements, des listes de ports amis et de ports suspects, des promesses de protection pour ceux qui obéissent, et des menaces de feu pour ceux qui résistent. Le Golfe, qui était un espace de négociation armée, devient un espace de conformité. Pour un homme comme Rahma, c'est une asphyxie. Il ne s'agit pas seulement de perdre des prises, il s'agit de perdre la possibilité même de faire peur, et la peur chez lui n'est pas une émotion secondaire, c'est une infrastructure. C'est ce qui tient ces hommes. C'est ce qui fait que, quand sa voile apparaît, un capitaine marchand hésite, calcule, se demande s'il vaut mieux fuir, payer ou se rendre. C'est ce qui fait que, dans un port, un notable se lève quand il entre. C'est ce qui fait que des rivaux, même quand ils le détestent, le prennent en compte. Or, après 1820, la peur change de propriétaire. Dans les cafés de Bahreïn, dans les ruelles de Zubarah, dans les campements du littoral qatari, on ne craint plus seulement la visite nocturne d'un boutre armé, on craint la lettre qui arrive avec un sceau. On craint le résident politique qui pose des questions. On craint la canonnière qui mouille au large et qui ne dit rien. Parce que le silence, chez les Britanniques, est souvent le prélude à l'action. Rahma le sent dans les gestes, dans les regards qui se détournent, dans les promesses qui se font plus vagues, dans les vivres qui arrivent en retard, dans les charpentiers qui, soudain, ont trop de travail.
Dans les marchands qui ne veulent plus acheter une cargaison dont l'origine est trop visible, trop brûlante. Il y a une économie de l'ombre dans le Golfe qui a toujours existé. On revend une voile, on écoule des armes, on échange des informations, on transforme un butin en monnaie, en date, en poudre, en bois de teck. Rahma a vécu de cette économie comme un poisson vit de l'eau. Mais quand l'ordre britannique s'installe, l'ombre se rétrécit, et quand l'ombre se rétrécit, ceux qui y vivent se mordent entre eux. Ces rivaux locaux, eux, comprennent très vite l'opportunité, parce que l'Empire, même quand il se présente comme arbitre, a besoin d'intermédiaires, il a besoin de chefs qui signent, de ports qui obéissent, de dynasties qui garantissent, et dans ce besoin, il y a une place pour la dénonciation, pour la neutralité intéressée, pour la trahison polie. Rahma devient alors non seulement un danger, mais une monnaie d'échange, un homme qu'on peut livrer ou qu'on peut laisser se faire prendre pour prouver sa bonne volonté, un homme dont on peut se débarrasser sans se salir les mains, en laissant la mer et les canons britanniques faire le travail, et pourtant il continue. Parce que reculer pour lui, ce n'est pas seulement perdre, c'est se dissoudre. Un chef maritime qui cesse d'être redouté, cesse d'être chef. Ses hommes partent, ses alliés l'oublient, ses ennemis se rapprochent. Et dans un monde où les dettes de sang ne s'effacent pas, l'oubli est une condamnation. Alors il cherche encore des angles, des fissures dans le verrou. Il y a dans ces années-là une tension permanente entre l'ordre proclamé et la réalité. Les traités existent, oui, mais la mer reste grande. Les distances restent longues. Les communications restent lentes. Un navire de guerre ne peut pas être partout. Un résident politique ne peut pas entendre toutes les conversations. Et surtout, les rivalités locales ne s'éteignent pas parce qu'un papier a été signé. Elles changent de forme, elles se cachent, elles se déplacent. Rahma tente de se glisser dans ces interstices. Il se présente selon les circonstances comme un allié utile contre un rival, comme un instrument de pression, comme un homme capable de frapper là où d'autres n'osent pas. Il sait que certains chefs, même s'ils ont signé, continuent de penser en termes d'honneur, de vengeance, de contrôle des routes perlières. Il sait que la perle, cette petite sphère nacrée arrachée au fond de l'eau par des hommes qui risquent leur vie à chaque plongée, reste la vraie richesse du littoral, et que cette richesse attire la violence comme le sang attire les requins. La saison de la perle, c'est un monde en soi. Des centaines de boutres, des équipages entassés, des plongeurs qui se pincent le nez avec une pince de tortue, qui descendent avec une pierre, qui remontent en haletant, les lèvres bleues, les yeux rouges, des chants pour tenir le rythme, des dettes contractées avant même le départ, auprès des marchands qui avancent la nourriture, les cordages, les filets, et au-dessus de tout cela, la fragilité, une tempête, une maladie, une attaque, et une saison entière s'effondre. Rahma connaît cette fragilité. Il la manipule. Il sait que frapper un navire perlier ou menacer de le faire, c'est toucher un nerf. Mais il sait aussi que, désormais, frapper trop fort, c'est appeler une réponse qui dépasse le Golfe. Alors il choisit ses cibles avec une précision plus froide. Il privilégie parfois l'intimidation à la destruction. Il capture, il rançonne, il relâche. Il laisse des hommes repartir avec une histoire à raconter. La rumeur est une arme qui ne coûte pas de poudre. Et la poudre, justement, devient plus difficile à obtenir. Car l'étau n'est pas seulement militaire. Il est logistique. Un chef maritime a besoin de bois, de clous, de toiles, de goudron, de cordages, de plomb, de salpêtre. Il a besoin de ports où l'on peut réparer sans être dénoncé. Il a besoin de marchés où l'on peut acheter sans attirer l'attention. Quand les Britanniques imposent un ordre, ils ne se contentent pas de patrouiller. Ils influencent les flux. Ils rendent certaines transactions risquées. Ils font monter les prix. Ils transforment des fournisseurs en informateurs. Rahma se retrouve à payer plus cher, à attendre plus longtemps, à dépendre de gens moins fiables. Et dans ce genre de vie, la dépendance est une faiblesse mortelle. Il y a aussi la question des hommes. Une flotte, même modeste, ce n'est pas seulement des coques. Ce sont des équipages. Des rameurs, des tireurs, des pilotes, des hommes capables de grimper dans le gréement, de manœuvrer une voile latine dans un vent, capricieux de tenir une arme sans trembler quand la fumée pique les yeux. Ces hommes-là ne sont pas des soldats réguliers. Ils sont des marins, des pêcheurs, des plongeurs, des aventuriers. Ils suivent un chef parce qu'il promet du butin, de la protection, de la gloire, ou simplement parce qu'il inspire la peur. Mais quand l'ordre britannique promet, lui, une stabilité qui permet de gagner sa vie sans risquer la pendaison, certains commencent à hésiter. La mer, qui était un espace de fortune rapide, devient un espace de surveillance, et la surveillance, c'est l'ennemi de l'aventure. Rahma doit donc compenser, par plus de butin, par plus de coups d'éclat, par plus de violence parfois, parce que la violence est un raccourci quand on n'a plus le temps de convaincre, et c'est là que la spirale se referme.
Chaque coup d'éclat renforce sa légende, mais renforce aussi la détermination de ceux qui veulent en finir. Chaque navire capturé nourrit la peur des marchands, mais nourrit aussi les rapports qui s'empilent sur les bureaux de la compagnie. Chaque humiliation infligée à un capitaine devient une anecdote dans les ports, mais devient aussi une pièce à conviction dans la construction d'un ennemi. Dans ce climat, les alliances locales deviennent des jeux de miroir. Les Al-Khalifa de Bahreïn, qui ont pu utiliser Rahma à certains moments, doivent désormais composer avec une réalité simple. Leur prospérité dépend de la perle et du commerce, et le commerce dépend de la sécurité. Ils peuvent détester l'ingérence britannique, mais ils détestent encore plus l'idée de voir leur mouillage bombardé, leurs navires brûlés, leur marché déserté. Alors ils oscillent, ils promettent, ils temporisent. Ils laissent entendre à Rahma qu'il est encore utile, mais ils gardent une distance. Ils veulent sa force sans son incendie. Et Rahma, lui, n'est pas un outil qu'on range dans un coffre. Il y a des moments où il se comporte comme si la trahison était déjà actée, comme si dans chaque sourire il y avait une lame, et cette paranoïa n'est pas seulement une faiblesse psychologique, c'est une lecture réaliste d'un monde où les loyautés se vendent. L'amer tribunal continue de juger, mais les témoins se multiplient. On imagine un matin de chaleur blanche, l'air déjà lourd avant même que le soleil ne soit haut. Un boutre de Rahma glisse près d'une côte basse, où la terre semble flotter dans la brume. Les hommes ont les lèvres fendillées, la toile craque. On scrute l'horizon, non pas pour trouver une proie, mais pour éviter une silhouette qui ne pardonne pas. Un navire britannique, plus haut sur l'eau, plus massif, avec une discipline de manœuvre qui tranche avec l'improvisation des flottilles locales, et quand cette silhouette apparaît, tout change. On ne pense plus en termes de butin, on pense en termes de survie. Rahma a toujours compté sur la connaissance des eaux, sur la capacité à se faufiler dans des passages où un bâtiment lourd hésite. Il a toujours compté sur les hauts fonds, sur les bancs de sable, sur les mouillages secrets. Mais l'Empire apprend lui aussi. Il recrute des pilotes locaux, il achète des informations, il améliore ses cartes. Il transforme la géographie en avantage. Et plus l'Empire apprend, plus Rahma doit prendre des risques pour rester insaisissable. C'est ainsi qu'on arrive à cette fin qui ressemble à une légende, mais qui est aussi une logique. 1826, un combat naval. Un de ces affrontements où la mer soudain se remplit de fumée et de cris, où les voiles se déchirent, où les cordages claquent comme des fouets, où l'odeur de la poudre se mélange à celle du goudron chauffé par le soleil. Les combats dans le Golfe ne sont pas des batailles rangées à l'européenne, ce sont souvent des approches rapides, des échanges de tirs à courte distance, des tentatives d'abordage. On vise le gréement pour immobiliser, on vise la coque pour faire entrer l'eau, on vise les hommes, parce que sur un boutre, un homme de moins, c'est une manœuvre ratée. Rahma, dans ces moments-là, n'est pas un chef lointain. Il est au cœur. Il doit être vu. Il doit être entendu. Sa présence est une arme, parce que ces hommes se battent aussi pour son image, pour ce qu'il représente, pour l'idée qu'avec lui, on ne recule pas. Et c'est précisément cette idée qui le tue. L'épisode de sa mort, tel qu'il est resté dans les récits, tourne autour d'une explosion liée à son navire, une fin de feu, de bois éclaté, de fumée noire qui monte et qui se voit de loin, une fin qui ressemble à un choix autant qu'à un accident, parce que dans la guerre maritime, la poudre est toujours là, prête à transformer une étincelle en apocalypse. On peut imaginer la scène sans la romantiser. La poudre stockée, les mèches, les armes, la chaleur, les chocs, un tir qui touche au mauvais endroit, un incendie qui court le long d'un cordage, un baril qui s'ouvre, et soudain, la mer elle-même semble reculer devant la violence de l'explosion. Ce n'est pas seulement un homme qui meurt, c'est une manière de vivre qui se consume. Car Rahma n'est pas un pirate au sens simpliste du terme, un voleur de mer isolé. Il est le produit d'un golfe où la frontière entre commerce et guerre est poreuse, où la protection se vend, où la vengeance se pratique. Sur l'eau, où l'autorité se mesure à la capacité de frapper. Sa mort en 1826 n'est pas seulement la fin d'un individu, c'est un signal. L'espace pour les chefs maritimes indépendants se referme. Après lui, la mer devient plus silencieuse, pas parce que la violence disparaît, elle ne disparaît jamais vraiment, mais parce qu'elle change de forme. Elle se déplace vers des marges plus étroites, elle se cache, elle devient moins tolérée, moins négociable, plus immédiatement punissable, et la mémoire, elle, se divise. Dans les archives britanniques, Rahma reste souvent un nom associé au désordre, à la menace, à la piraterie qu'il fallait éradiquer, pour sécuriser la route de l'Inde. Un problème résolu, un dossier clos, une preuve que l'ordre impérial peut s'imposer. Dans les récits locaux, il peut devenir autre chose, un homme de mer, un chef redoutable, un symbole d'autonomie, parfois même une
Figure de défi face à une puissance étrangère qui voulait transformer le Golfe en couloir sous surveillance, on ne l'excuse pas forcément. On ne le blanchit pas. On se souvient de sa brutalité, de ses razzias, de ses trahisons, mais on se souvient aussi de ce qu'il incarnait, la capacité d'un homme dans un monde fragmenté à se faire une place par la force et par l'intelligence, à jouer des puissances les unes contre les autres, à survivre dans un espace où la loi est souvent celle du vent et du canon. Et puis il y a cette image qui revient comme un refrain que la mer répète sans se lasser, une voile à l'horizon, un pavillon qui peut changer selon l'alliance du moment, et la fumée noire d'un combat naval. La voile, c'était sa promesse, apparaître là où on ne l'attend pas. Le pavillon, c'était sa méthode, être multiple, être opportuniste, être insaisissable. La fumée noire, c'était son prix, la violence comme langage, la violence comme identité, la violence comme destin. Quand son navire explose, ce n'est pas seulement une fin spectaculaire, c'est une conclusion logique à une vie passée à marcher au bord du baril de poudre, à vivre dans un monde où l'on doit être plus dangereux que la peur qu'on inspire, à croire qu'on peut toujours négocier avec la mer, alors que la mer, elle, ne négocie jamais. Et l'Empire, pendant ce temps, continue d'écrire. Il continue de tracer des lignes, il continue de signer des papiers, il continue de transformer des horizons en couloirs. Mais dans les ports du Golfe, quand le vent tombe et que l'eau devient lisse comme du métal, il suffit parfois d'une silhouette lointaine, d'une voile qui se découpe dans la lumière pour que les vieux réflexes reviennent. On plisse les yeux, on cherche le signe, on se demande qui vient et ce qu'il veut, parce que même quand l'ordre s'installe, la mer garde sa mémoire, elle garde les noms, elle garde les histoires, elle garde les fantômes. Et parmi ces fantômes, il y a celui de Rahma ibn Jabir, l'homme qui a voulu rester une tempête au moment même où le ciel se couvrait de grises invisibles, l'homme qui a compris trop tôt ce que signifiait le verrou et qui a refusé jusqu'à l'explosion finale de devenir un simple point sur une carte